Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Mouvement des savoirs, collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Éric Dugas, dire « Les violences scolaires d'aujourd'hui en question ». Regard croisé et altérité, 2018. Alessandro Porrovecchio, Gabriele Di Francesco et Joël Ladner, dire « Étudiants, acteurs de leur santé, regard pluridisciplinaire, 2017. Bernard Andrieux et Cyril Thomas, dire « Entre les corps, les pratiques immersiologiques aujourd'hui, cirque, marionnettes, performances et arts immersifs, 2017. Pierre Parlebas et Thierry Depaulis, Jeux et culture à la Renaissance. L'album des tempes de Nicolas Prévost, 2017. Bernard Andrieux et Petruccia Nobrega, dire « Somaticien, encyclopédie des corps, 2017. Alessandro Porrovecchio, Sport, sexe et genre, représentation et narration, 2017. Rémi Richard, Être footballeur en fauteuil. Approche socio-phénoménologique du corps sportif en situation de handicap, 2017. Remerciements. Dans un souci d'anonymat et pour respecter la demande du directeur de stage, les remerciements concernant les personnels et patients des différentes structures ne sont pas nominatifs. Je tiens à remercier toutes les personnes sans qui ce travail n'aurait pu voir le jour. C'est-à-dire tous les patients et détenus qui ont osé m'accorder une confiance. Le médecin psychiatre qui m'a permis un stage dans des conditions idéales. Il est remercié pour le temps qu'il m'a accordé, mais aussi pour son soutien lorsque l'innovation n'est pas de mise en prison. Les médecins responsables du service pour avoir mis à ma disposition les locaux et m'avoir fait confiance. Le cadre de santé qui, dans l'écoute, a su rendre ce stage particulièrement riche. Le cadre responsable du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et probation, pour la confiance qu'elle m'a accordée pour les ateliers artistiques. L'ensemble de l'équipe de soins qui a su m'aider pour les prises en charge difficiles. Le psychologue qui m'a permis d'avancer dans le dialogue, et donc de comprendre les difficultés du lieu. Les surveillants de l'équipe pénitentiaire pour avoir répondu à mes questions. Bernard Andrieux pour avoir accepté de suivre mes travaux. Aimé Pensa pour toute sa documentation et ses encouragements. Jacqueline Morlot pour ses corrections et son regard bienveillant. Richard Forestier et l'école de la Fratapem pour leur humanité. Ma famille et mes amis pour leur patience et leur soutien. Préface, Éveiller son corps, vivant en prison, Bernard Andrieux. En accompagnant Chantal Minotti et Isabelle Magnien à la prison de Toul, celle-là même de la révolte de décembre 1971 que Michel Foucault accompagna avec le groupe d'intervention sur les prisons, GIP qu'il venait de créer, je pensais que mon travail de philosophe du corps sur le tatouage avait peu de sens pour des personnes en situation d'enfermement dont le corps était plus spécialisé que moi sur la question. En passant de l'enfermement à l'éveil du corps vivant, l'intervenante et ses collègues de la licence APAS de la Faculté du sport de Nancy, Université de Lorraine, filière pionnière en France, marchaient sur les traces de François Courtine et poursuivaient son travail engagé relatif à la sportification pénitentiaire, l'historien ayant rejoint l'ENAP après Nancy. Dès son double mémoire de maîtrise avec Sophie Garnier, Chantal Minotti interrogeait ce qui était perdu dans le corps, en prison, et comment l'éveiller par l'activité physique adaptée.
Avec Françoise Labridi, elle soutenait une thèse de STAPS qui fit date, se penchant sur la santé des femmes incarcérées. Ici, un pas supplémentaire est franchi, avec l'introduction par Odile Gantier, de l'art-thérapie en prison. C'est une nécessité de créativité pour non seulement consoler, mais favoriser l'élaboration de soi autrement qu'à travers les rapports réels. Le recours à l'imaginaire comme étayage et non seulement comme fuite, se matérialise dans l'œuvre. Dans le contexte sécuritaire, imaginaire et réel de l'état d'urgence, la question de l'art carcéral se pose ici à travers des activités physiques, créatives et de développement personnel, pour définir la pratique du vécu, et comme mode d'organisation à l'intérieur d'une institution. L'émergence des relations subtiles et complexes dans l'art-thérapie est surtout une occasion d'évaluer la prison en tant que système. La thèse de Gaël Sampé, soutenue à l'Université de Rennes, établit une comparaison point par point entre la France et le Canada dans une contextualisation socio-historique de l'introduction de l'éducation physique, puis des pratiques sportives, dans les institutions avec la création des métiers et des disciplines sportives dans les prisons. La différence de stratégie entre les deux pays est longuement étudiée, notamment sur la participation, la gestion et le contrôle par les agents du comité des sports et par les moniteurs spécialisés. De simple occupation ou défoulement de la population, le sport carcéral est un analyseur critique tant au plan méthodologique, épistémologique qu'organisationnel. Les difficultés rencontrées par Chantal Minotti et Isabelle Magnin, en raison de son genre et de son objet de recherche, constituent une réflexion précise et élaborée de la problématique de recherche, de son contexte et de ses propositions pour analyser, en sociologue, les conditions et la définition même du sport carcéral. Dans le chapitre 1er, des institutions complètes et austères, de surveiller et punir, Michel Foucault distingue l'isolement du condamné par rapport au monde extérieur afin de limiter les communications, aux complicités de celui-ci avec un environnement nocif pour sa guérison, à l'isolement des détenus les uns par rapport aux autres. L'isolement était conçu pour calmer l'hystérique, comme si la référence au système nerveux trouvée dans le rapport du schéma corporel à l'architecture de l'espace, un rapport de cause à effet. Le rétrécissement de l'espace devait agir pour calmer la nervosité excessive. Mais les conséquences de cet isolement sensoriel ont été aussi pensées dans la structure même de la prison, tant dans son architecture que dans les conditions de vie des détenus. Ainsi, au 1er octobre 2005, en France, 1399 détenus étaient incarcérés pour des peines de 20 à 30 ans et 519 à perpétuité. Ce temps d'épreuve a été porté de 15 à 18 ans, et même à 22 ans si le condamné était récidiviste. Les périodes de sûreté, c'est-à-dire la peine minimum à effectuer prononcée au moment de la condamnation, peuvent être portées par les cours d'assises à 22 ans en cas de perpétuité, voire 30 ans pour les crimes les plus graves sur mineurs ou les 2/3 de la peine. 10 condamnés à la perpétuité ont, depuis la centrale de Clairvaux, dans une lettre rendue publique au début 2006, lancé un appel au rétablissement de la peine de mort. À quoi servent les peines de sûreté qu'on nous inflige quand, une fois leur durée dûment purgée, on n'a aucun espoir de recouvrer la liberté ? Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En fait, pour toute alternative, comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté ? La perpétuité est un isolement total dans le temps, et plus seulement dans l'espace, interdisant une projection dans un après lointain mais qui rétro-organise la perception de l'espace corporel externe et interne. Le corps humain est une matière isolable de son environnement par la modification de ses modes d'existence, de ses rythmes biologiques et de ses habitus incorporés. L'isolement est une technique de décomposition de la constitution subjective, dans le but de décorporer le moi corporel dans des structures et des expériences aliénantes. L'enfermement favorise cette décorporation par le contrôle direct et indirect des espaces, temps, activités et interactions avec l'environnement corporel. L'art carcéral vient ainsi réintroduire le corps, la pratique corporelle, la socialité corporelle. À l'inverse de l'isolement et de l'enfermement, il pose ici la question de l'énergie, sa circulation, les modes de communication, la gestion de l'espace physique, de l'image de soi, la construction d'un schéma corporel sous le contrôle de soi et des autres. En milieu carcéral,
Il y a une continuité ontologique entre l'extérieur et l'intérieur du corps qui s'établit à travers la peau, surface linguistique, pensante et expressive. Les marques corporelles, tatouages, musculation, coupe de cheveux, blessures, sexualité, sont des modes de désignation de soi dans le groupe social des prisonniers. Comme dans les peuples primitifs, il y avait une codification des marques corporelles. Aujourd'hui, le sujet marque sa peau pour se constituer une image du corps sans que la société le lui impose. Ainsi, en prison, chacun se construit un corps d'identité. Le rapport intérieur-extérieur est également fondé sur l'initiation, l'incorporation de règles, c'est un effacement des rituels collectifs. L'individu va inscrire sur son corps son identité, il va se délimiter. Les activités physiques, créatives et expériences sportives décrites dans ce livre participent à la construction d'une enveloppe corporelle et à une reconstruction de l'intercorporéité. La constitution d'une enveloppe corporelle, qui est aussi psychique, est une représentation imaginaire de son espace corporel qui passe ici par une élaboration physique. Les effractions du corps de l'autre en prison sont constantes par manque d'intimité, diminution de l'espace carcéral des cellules et le peu d'activité d'éveil corporel. Ainsi, le viol constitue une déconstruction de cet espace représentationnel intime. Chacun voudrait rentrer dans son espace intime corporel, dans son moi-peau, enveloppe psychique, représentation imaginaire qui entoure son corps. Relatif à la personne, ce dernier peut, par l'activité physique, développer la culture de soi et des autres par la relation toucher-touchant telle que le contact physique le favorise. Il y a des facteurs culturels qui définissent le moi-peau. Il dépend aussi de l'histoire corporelle du sujet touché qui, en prison, peut être éveillé et mis à vif. L'activité physique pénètre dans un espace psychique corporel intime, d'où les problèmes de la communication intersubjective dans l'espace sportif qui peuvent favoriser, comme ici décrit, un étayage et un éveil corporel par l'art-thérapie. On distingue sur ce point 3 types d'exercices de conscience corporelle. La lecture posturale du corps, la façon dont le corps occupe l'espace, et la conscience posturale, comment j'occupe l'espace avec mon corps. La posture indique comment le schéma corporel est mis en action dans l'espace au cours de la pratique physique. La qualité du contact, de la sensation ressentie va être proportionnelle, d'une part à l'intensité du geste, d'autre part au vécu corporel du sujet, à l'expérience interoceptive de son corps propre à travers ce massage, cette caresse. En effet, l'espace interne du corps a ses propres sensations, ressenties dans la douleur ou le plaisir. L'espace culturel des corps est enfin important dans la pratique créative. Chaque culture possède sa manière propre d'éduquer, de sensibiliser ses sujets emprisonnés à différentes formes de contact et de stimulation tactile, de façon à atténuer ou à accentuer les traits caractéristiques de leur tempérament, de leur constitution physique et de leur organisme. Se construisent alors des espaces de communication très différents au sein même de la prison, fondés sur le toucher et à travers le contact. Ce livre devrait servir d'exemple et de chemin, tant par l'engagement d'Odile Gantier que par les ateliers d'art-thérapie à un moment où cette méthode n'est pas pensée comme un médicament de santé, mais comme un éveil du corps vivant et d'intégration sociale des sujets humains. Bibliographie complémentaire. Clément Monsieur, Verdossé, Mimounienne et Sperluette Massarellir. Enjeux et perspectives de l'activité physique et sportive en prison. Revue scientifique spécialisée des sciences du sport, volume 2, 2007, pages 64 à 68. Daigle C, 1998. Activité physique et santé mentale en milieu carcéral psychiatrique. Habilitation à diriger les recherches, HDR, Université de Montréal, Canada. Graël 2001. Le sport en prison. Analyse sociodémographique des carrières sportives de détenus. Thèse de sociodémographie, Université de Paris 10 Nanterre. 1997. Le sport en centre de détention. Déterminisme institutionnel et négociation des pratiques, France, Direction de l'administration pénitentiaire, Col. Travaux et documents, 57. Johnson B. 2001. Sport Masculinities and Power Relations in Prison. The Norwegian University of Sport and Physical Education. THULERH et Sperluette Lehmann A. 1998. Sport im Straf- und Maßnahmenvollzug, Office fédéral du sport, OFSPO, 71 66035D, Macolin,
trad FR partiel de la publication Sport en milieu carcéral, document de travail Office fédéral du sport, Macolin mars 2001. Verdossé 2008. Influence de la pratique physique sur la qualité de vie en prison. De l'utilisation des activités physiques et sportives comme stratégie d'ajustement spécifique, Humanities and Social Sciences. Université Claude Bernard, Lyon I. ZANNAO Esperluette Lacombe, Anthropologie du geste sportif en milieu carcéral, Agora Débat Jeunesse, numéro 33, 2003, pages 50 à 63. Introduction, Odile GIRARDINGANTIER. Ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société l'art est devenu quelque chose qui n'est en rapport qu'avec les objets, et non pas avec les individus ou avec la vie. Michel Foucault. L'art-thérapie utilise le concept de bien commun à l'art et à l'éthique, justifiant sa pratique en prison. Le caractère diachronique des arts plastiques donne à voir et à penser la trace et la responsabilité de tout acte. Congrès international d'art-thérapie, Lille 2012. La question de la limite et de l'enfermement est la base de mon travail plastique. Depuis 20 ans, c'est au travers de la représentation de la peau que j'interroge cette interface. Ayant abordé le concept plastique des limites de la peau, je me suis interrogé sur les mécanismes psychiques y faisant référence. Dans un premier temps, les travaux de Didier Anzieux, 1923-1999, psychanalyste, puis de Bernard Andrieux, professeur en épistémologie du corps, alimentèrent ma démarche. Les travaux de Didier Anzieux sur le moi-peau développent les fonctions psychiques de la peau. Celle-ci est l'enveloppe du corps, tout comme le moi tend à envelopper l'appareil psychique. De ce point de vue, les structures et fonctions de la peau peuvent fournir aux psychanalystes et aux psychologues des analogies fécondes pour les guider dans leurs réflexions et leurs techniques. Le moi-peau apparaît comme un concept opératoire précisant l'étayage du moi sur la peau, et impliquant une homologie entre les fonctions du moi et celles de notre enveloppe corporelle, à savoir, limiter, contenir, organiser, tel un sac, un écran, une enveloppe. Considérer que le moi, comme la peau se structure en une interface, permet d'enrichir les notions de frontières, de limites, de contenants, dans une perspective médicale. Par ailleurs, la richesse conceptuelle du moi-peau permet de mieux appréhender une réalité clinique, au-delà des relations entre les affections dermatologiques et les désordres psychiques. L'auteur montre que le surinvestissement ou la carence de telle ou telle fonction du moi-peau rend compte notamment du masochisme pervers, du noyau hystérique de la névrose ou de la distinction entre personnalité narcissique et état limite. De ce fait, la population carcérale peut trouver dans l'enfermement une contenance et une réponse physique à des questions de moi-peau mal organisées. C'est ainsi que la prise de conscience de toute limite permet de faire émerger la fonction sociale de l'individu. L'incarnation d'une pensée sur la gestion des limites s'expose dans mon travail de plasticienne. Pour approcher autrement les limites et l'enferme, l'étude du milieu carcéral prend du sens et s'impose. La prison est bien le lieu où se pose la problématique du dedans-dehors, de la limite et de la contenance. Donc, dans un premier temps, durant 2 mois, des ateliers d'art plastique collectif sont organisés par le SPI pour 8 à 10 détenus du quartier difficile. Il s'agit ici d'une activité collective, à but occupationnel. Ce travail n'est pas pris en compte dans cette étude. Cependant, il m'a permis de comprendre des organisations dans la structure et la détention, et de me frotter une première fois à l'institution. L'étude présentée ici se déroule dans un autre espace de la prison. Ce document présente des prises en charge thématiques qui se passent à l'UXA, l'hôpital de la prison. Les 10 prises en charge thérapeutiques étudiées dans cet ouvrage se déroulent, elles, uniquement à l'UXA. Apprivoiser ce lieu et observer les fonctionnements sont les premiers objectifs. La prison comprend 2 notions qui sont, le milieu fermé et la punition. La première partie de cette étude différencie ces 2 concepts et leurs implications sur le corps de l'individu. L'hypothèse va être de penser la notion de soin dans un lieu de punition. Le terme milieu sera commenté dans son double sens. Il est à la fois ce qui entoure, et dans la deuxième partie, une réflexion sur une position moyenne. Les raisons multiples d'être incarcéré demandent de considérer le détenu dans une globalité. Afin de rendre cette étude la plus objective possible, aucun jugement n'est porté sur le délit,
ce dernier étant au centre des soins des psychologues, mais pas de l'art-thérapeute. Car son but est de comprendre d'autres ressources mises en œuvre en lien avec le milieu carcéral, et comment un détenu peut en sortir le moins meurtri possible. Mais l'art-thérapie a-t-elle sa place en milieu carcéral ? Le soin est déjà une nouveauté en prison, et ses difficultés résident dans la nature de l'institution. Les troubles de l'incarcération sont au centre de notre étude et consécutifs à la punition. Or, la fonction même de cette institution est de punir. Ainsi, prendre en charge les troubles de la punition revient à anéantir la fonction du lieu. Dans une pléthore de personnes ayant des problèmes psychiatriques et sociaux, l'incarcération se veut donner une réponse. Au-delà des effets néfastes dus à la structure, le soin art-thérapeutique peut être apporté comme dans tout hôpital. Ainsi, la psychiatrie donne une explication médicale à toute psychopathie, pédophilie et autres troubles. Le criminel est-il malade ? S'il y a maladie, une médecine peut-elle s'y adapter ? En prison, le châtiment a pour fonction de guérir. L'emprisonnement ne résout pas le problème médical. La concentration de personnes désocialisées recrée un milieu en opposition complète avec la vraie société. L'étymologie de pénal vient de peine, poena, qui signifie souffrance. Le code pénal est en partie un code de l'application des souffrances. La justice se donne la mission de rendre égale, d'équilibrer une souffrance par une peine. Une égalité dans la légalité maintient l'ordre social, la douleur comme catharsis des instincts. L'histoire nous montre qu'après la Révolution, au châtiment corporel est substitué l'enfermement. L'emprisonnement est une peine dans laquelle le corps devient instrument, objet. Puisque la souffrance par la punition est le propos de la prison, comment peut-on considérer le soin ? Comment prendre en compte la souffrance carcérale ? En effet, les codes et repères artistiques sont les mêmes en prison et dans la société. Le choix de l'utilisation des arts plastiques plutôt que de la musique ou du théâtre est lié à sa qualité diachronique. 4. Toute proposition plastique est figée dans le temps, elle est révélatrice d'un passage à l'action. Les qualités plastiques de l'art et de l'homme sont des facteurs qui permettent de comprendre les liens capitaux entre celui-ci et son milieu. La plasticité comme principe révèle à l'homme son caractère fondamental. Le besoin est la source de la plasticité. L'apprentissage de techniques et l'utilisation de la qualité réflexive de l'art montrent une labilité évolutionniste humaine. Cette étude tente de s'appuyer sur une approche nouvelle de l'art-thérapie, dit art-thérapie moderne. En effet, si les premiers travaux dans ce domaine datent du début du XXe siècle et s'appuient sur l'observation de dessins et de peintures réalisés dans les hôpitaux psychiatriques, ils mettent en évidence l'importance de la réflexivité de l'art. L'accent étant alors mis sur l'intérêt des activités par le patient, puis par le médecin qui trouvait alors dans les objets créés une médiation. Les enjeux symboliques étaient au cœur du travail psychanalytique. Le travail qui est développé ici souhaite montrer d'autres enjeux liés à la pratique artistique, plus phénoménologiques. Les études des neurosciences et de la phénoménologie de l'action proposent une autre approche des mécanismes actifs et perceptifs. Comment l'action, le mouvement avec ou sans production, transforme celui qui agit. Cette nouvelle approche de l'art-thérapie permet de considérer l'individu dans ses multiples rapports au corps agissant. Le corps de l'homme incarcéré est pris dans de multiples modifications profondes. Ce travail s'attache autant à trouver des chemins permettant d'apaiser les troubles liés au milieu carcéral, que de chercher chez les individus le pourquoi des actes répréhensibles. Les différentes techniques artistiques, danse, théâtre, dessin, poésie, peuvent être convoquées. Or ici, c'est de l'activité art plastique dont il s'agit. C'est une sorte d'écologie carcérale qu'il serait temps d'étudier plus largement. Ce travail en est une première étape. L'étude s'articule en 3 temps. La première partie analyse le lieu, dont la fonction est la punition et dont la population peut se caractériser par un passage à l'acte répréhensible. La deuxième partie montre que les arts plastiques permettent un acte valorisant, grâce à une mise en forme tenant compte de formes instinctives et de raisonnement. La troisième partie présente comment l'art-thérapie à dominante art plastique permet à tout individu l'alternative d'une action valorisée prenant en compte l'instinct et la raison. La notion de bien étant constitutive de la santé sociale, elle donne son sens à l'art-thérapie en prison.
L'éthique énonce des notions dont l'abstraction peut être difficile à intégrer par un public dominé par ses instincts. Avec la matière, la forme, les couleurs, les arts plastiques peuvent rendre tangibles les notions élémentaires liées à la notion de bien. En aucun cas la prise en charge d'une personne délinquante ne fait oublier le délit et les victimes. Lors de celle-ci, l'art-thérapeute s'adresse à la partie saine de l'individu. Cette conception pose un postulat selon lequel il en demeure toujours une. Première partie, penser la notion de soins en prison. À quoi donc allez-vous assister ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.